Salut mes aficionados, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Max Brief, votre débrief préféré qui analyse, décortique, décrypte l'actualité du football, les grands championnats, les grandes compétitions, le football africain, mais aussi des sujets de société et de gouvernance qui tournent autour du football. On parle dans ce numéro des huitièmes de finale Sénégal-Angleterre et Croatie-Japon. Alors, Sénégal-Angleterre, j'ai beaucoup attendu ce match. J'étais très content quand l'opposition s'est confirmée et que j'ai constaté, comme beaucoup de supporters, que le Sénégal croiserait l'Angleterre. Et je pense que, pas que pour les supporters sénégalais, c'est vraiment une affiche qui était très attendue. Moi, personnellement, pour la simple raison que je pense que la Coupe du Monde est vraiment faite pour ce type de confrontation au sommet mondial et que c'est en rencontrant des grandes nations comme ça du football, notamment pour les nations africaines, qu'on construit son palmarès, qu'on écrit son histoire. Et donc, je me suis dit, voilà, le Sénégal va avoir l'Angleterre et c'est une belle occasion pour eux de réécrire l'histoire. Croatie-Japon, quand j'ai max briefé la fin des poules de ces deux équipes, j'avais dit une chose principale, c'est que ce serait pour moi un match très tactique et que c'était l'affiche la moins alléchante de toutes les affiches des huitièmes de finale. Alors, je ne suis pas très aligné avec beaucoup d'avis que je vois dans le sens de dire que le Sénégal a complètement été dépassé par ce match et que de toute façon, il n'aurait pas pu faire grand-chose. Je ne vois pas forcément les choses comme ça. Pour moi, allez, sur le papier, comme on aime dire, l'Angleterre était plus forte simplement parce que quand on regarde individuellement, elle donnait plus de certitude dans la capacité à faire des différences. Mais vous savez, quand on arrive sur les matchs éliminatoires en Coupe du Monde, toutes les possibilités sont toujours envisageables. Et je pense qu'à ce moment-là, il y a un certain nombre d'équipes qui sont capables, dans la préparation, c'est toujours un point que j'aime relever, dans la préparation de l'événement et ensuite, sur le terrain, d'avoir l'attitude qui permet vraiment de gérer ce type de match quand on est face à un adversaire. Et je pense que c'était le cas pour Sénégal-Angleterre qui, allez, est plutôt légèrement plus fort. Et je trouve que c'est sur ce point que les Sénégalais ont péché. Et c'est ça qui me fait penser que oui, ils pouvaient mieux faire. Mon idée principale sur ce Sénégal-Angleterre, c'est que je trouve que les Sénégalais ont été trop joueurs. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que quand on arrive sur ce type de match, il faut savoir à un moment donné maîtriser le tempo. Parce que si le match s'enflamme, si finalement on le joue comme un, allez, je vais dire comme un match anodin et que l'adversaire justement a plus de qualité, ça donne plus ou moins le résultat qu'on a eu. Et les Sénégalais, ok, je n'attendais pas qu'ils aient moins d'intensité, de détermination, mais à un moment donné, sur ce type de match, je pense qu'il faut savoir être très stratégique. Il faut savoir parfois casser le rythme pour justement faire douter l'adversaire. Par exemple, moi, j'avais vraiment espéré que quand j'ai vu le déroulement de la première mi-temps, que le Sénégal, notamment, n'a pas été tueur sur les une ou deux actions où ils auraient justement pu faire douter l'Angleterre. Je me suis dit, ok, il faut aller à la mi-temps avec un 0-0 parce que c'est le type de match où plus le temps passe, plus l'équipe qui est justement entrée sur le terrain avec l'assurance et le sentiment qu'elle prendrait le dessus, peut commencer à douter. Et le temps joue toujours en faveur d'une équipe comme celle qui est dans la position comme celle du Sénégal dans ce type de match. Et c'est là où je trouve que le Sénégal, pour moi, a manqué de stratégie et de gestion de l'événement. Et sans rentrer dans les éléments même de jeu qui je pense, allez, je ne vais pas forcément m'attarder dessus. Je pense qu'il y a ce point-là de gestion du match où je pense que les Sénégalais ont manqué de stratégie pour faire douter les Anglais et finalement créer un vrai match à suspense jusqu'à la fin.
Alors, concernant les absences, bon, moi, par rapport à la lecture du match, justement, que je fais, je ne sais pas si elles auraient changé grand-chose. C'est sûr qu'on peut toujours faire un scénario différent en se disant que si les absents étaient là, ça aurait donné autre chose. Mais bon, je pense que les Sénégalais se sont rodés pendant 3 matchs sans notamment Sadio Mané. Je ne veux pas forcément revenir dessus. Et donc, c'est déjà un groupe qui voilà, avançait finalement et avait, à mon avis, mis derrière cette idée et les impacts de l'absence de Mané. Gana Gueye, par contre, lui, je pense que c'est une absence qui a quand même eu son impact. C'est sûrement un joueur qui aurait apporté peut-être plus d'expérience au milieu de terrain, justement. Mais bon, est-ce que ça aurait changé l'issue du match? Je ne suis pas sûr. Moi, je reste vraiment sur cette idée qu'il y a eu voilà, une approche mentale, une gestion de l'événement, finalement. Parce que sur le terrain, les Sénégalais avaient les qualités pour faire mal à l'Angleterre. Mais il y a eu une approche de ce match-là, de l'enjeu que c'était et de comment il fallait voilà, avoir de la consistance dans la capacité à prendre son calme et tout, qui pour moi a été raté et ça a donné, et c'est ce que j'ai dit, le résultat qu'on a vu. Bon, en termes de bilan pour le Sénégal, assez rapidement, moi je pense que c'est un bon bilan. Ils sont sortis d'une poule de laquelle ils devaient logiquement sortir. J'ai fait plusieurs max briefs sur les différents matchs du Sénégal au premier tour. Donc voilà, ils ont respecté cette logique. 8e de finale, allez, par rapport à l'adversaire sur lequel ils tombent, ils auraient pu créer l'exploit. Et là, ça aurait été exceptionnel. Ils ne l'ont pas fait. Sportivement, pour moi, voilà, c'est un bon bilan. Ça aurait été un mauvais bilan pour moi si le Sénégal ne passait pas le premier tour. Donc, sportivement, pour moi, c'est un bon bilan. Après, je pense que le Sénégal clôture quand même une année 2022 qui reste exceptionnelle. Ils ont été champions d'Afrique pour la première fois. Et cette Coupe du Monde, ils ont plutôt bien figuré. Je pense que pour moi, la clé de cette équipe du Sénégal, de ce projet autour de la sélection sénégalaise, ça doit être la constance. J'ai beaucoup pris l'exemple du Japon pendant le premier tour où je rappelais quand le Japon a battu l'Allemagne que le Japon, et j'insiste dessus, accumule énormément d'expérience en Coupe du Monde. Et je pense que c'est dans cette dynamique qu'une équipe comme le Sénégal doit s'inscrire. Elle doit se donner pour objectif de se dire des événements comme la Coupe du Monde, on ne les manque pas par rapport au statut qu'on a sur le continent. Et ensuite, il faut donc qu'on construise au fur et à mesure cette expérience vraiment du très haut niveau international et qu'on soit capable finalement chaque édition de revenir avec une équipe compétitive. Et je suis convaincu que dans cet enchaînement voilà, de Coupe du Monde, en validant un certain nombre d'évidences comme sortir des poules, à un moment donné, ils vont passer ce plafond, que ce soit au niveau mental et même dans le jeu, et ça va donner sûrement à une édition quelque chose qui peut être très explosif. Donc, je pense que la clé pour le Sénégal, c'est la continuité. Peut-être pas avec les mêmes hommes, parce que finalement, on peut changer d'entraîneur. Il y a des joueurs qui vont peut-être être en fin de cycle, mais pour moi, il faut le fil conducteur de la gestion et de la bonne gouvernance qui est autour de cette équipe, de continuer de profiter. Et j'en ai parlé quand j'ai justement fait le max brief sur la qualification du Sénégal, de continuer de profiter de ce système local avec cette structuration de la formation qui est bonne. Donc je pense pour moi que le Sénégal a tout pour regarder l'avenir avec beaucoup de certitude et continuer sur la lancée sur laquelle il est depuis plusieurs années maintenant. La Croatie en quart de finale, bon, le match en lui-même, je ne vais pas trop m'épancher dessus. C'est un peu ce que j'avais dit quand je max briefais justement la qualification de la Croatie et même du Japon, et en commentant cette confrontation, que ce sera un match assez tactique parce que c'est deux équipes qui, allez, dans le jeu, restent quand même, j'ai pas envie de dire limité, ce serait réducteur, mais c'est pas des équipes qui sont explosives dans le jeu de sorte à ce que l'une des deux ait vraiment réussi à créer une grosse différence par rapport à l'autre. C'est pour ça que j'ai pensé que ce serait un match peut-être pas fermé, mais finalement très, voilà, très tactique où
les deux équipes allaient vraiment aller limiter les erreurs, profiter des quelques failles, et ça a donné plus ou moins ce match-là, avec ce 1 partout, la prolongation, les pénaltys. Et voilà, la Croatie, pour moi, est-ce qu'elle se qualifie à l'expérience? En tout cas, c'est une équipe, oui, qui a de l'expérience en Coupe du Monde, notamment cette génération. Et je pense que oui, ce genre de match, ça joue forcément mentalement quand on va au pénalty. Donc voilà, c'était le 8e de finale le moins alléchant de toutes les affiches, je pense. Et bon, la Croatie passe. Bon, le Japon aura fait une belle Coupe du Monde, notamment voilà, avec ce premier tour exceptionnel qu'ils ont fait. Et je pense que voilà, ils ont de très bonnes bases sur lesquelles ils peuvent construire pour la suite. La Croatie, allez, finalement, c'est le genre d'équipe qui, par la force des choses comme ça, en s'accrochant, voilà, est-ce qu'elle va passer les quarts de finale? C'est pas exclu, mais bon, allez, je la vois quand même mal passer les quarts de finale, mais elle peut créer la surprise, mais ce ne sera pas sur le jeu, ce sera sur, voilà, sur cette capacité dans la gestion des matchs, l'expérience, la concentration, ainsi de suite. À voir. Mes chers aficionados, j'espère que vous avez apprécié ce Max Brief et surtout, merci de l'avoir regardé. Je suis curieux d'avoir aussi vos avis. Alors n'hésitez pas à les partager en commentaire et poursuivons ensemble ce débat passionnant sur l'ensemble des sujets que j'ai évoqués. Et pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à vous abonner aux pages Maxime en parle sur Facebook et sur YouTube. Alors à très vite pour un nouveau numéro du Max Brief. Ciao!